De nos jours, nombreux sont ceux qui tombent des nues, voire qui s'indignent, en découvrant les liens étroits entre le Maroc et Israël. D'un côté, Rabat proclame haut et fort son soutien au peuple palestinien. Sur toutes les scènes internationales, le royaume s'affiche comme un défenseur de la cause. Mais en coulisses, une autre réalité. Des accords militaires, des échanges sécuritaires, des manœuvres conjointes. Avec les mêmes mains qui bombardent Gaza. On serre des poignées de main. Alors, à quoi joue le Maroc? Chez CNM+, on a voulu comprendre. Et comme souvent, il suffit de remonter le fil de l'histoire. Car parfois, ce qui semble incompréhensible aujourd'hui devient limpide lorsqu'on regarde hier. Bienvenue sur CNM+, là où les vérités enterrées refont surface. Pendant des siècles, les Juifs marocains vivaient paisiblement dans les Mellah de Fès, Casablanca ou Essaouira. Le Maroc était leur maison. Mais dans les années 50, une promesse venue d'Israël se répand. La terre promise vous attend. Derrière cet appel mystique, une opération secrète se prépare. Yakin, orchestrée par le Mossad avec la complicité du pouvoir marocain. L'objectif ? Attirer le maximum de Juifs marocains vers le jeune État d'Israël, qu'en pleine construction. Pour y parvenir, Tel Aviv joue une carte sombre, la peur. Des lettres anonymes, des slogans antisémites, des attentats ciblés éclatent dans les Mellah. Casablanca, 1954. Une grenade tue 3 personnes. À Mazagan, un café juif est attaqué. Sous la torture, des suspects liés à des réseaux sionistes révèlent des ordres venus directement d'Israël. Le message est clair. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Venez en Israël. Votre nouvelle patrie. Selon des historiens comme Jacob Cohen et Avi Schleim, le Mossad aurait délibérément entretenu ce climat de peur pour pousser les Juifs marocains à quitter leur terre natale et rejoindre Israël. Résultat, près de 250 000 Juifs marocains émigrent, souvent sans retour, attirés par une promesse qui masque un exil forcé. Entre 1961 et 1964, une marée humaine quitte silencieusement le Maroc. Près de 80 000 Juifs marocains tournent le dos à leur terre natale. Officiellement, c'est un départ libre, volontaire, un choix personnel. Mais les archives, une fois dépoussiérées, racontent une autre vérité. Une vérité bien moins noble. Dans l'ombre, des accords sont passés. Des valises d'argent changent de main. Le Mossad paie, le pouvoir encaisse. 500 $. Voilà ce que vaut une vie. 500 $ par tête pour quitter discrètement le royaume. Des convois nocturnes, des passeports falsifiés, des ports discrets, des bateaux de fortune qui filent vers Marseille, puis vers Haïfa. Ce n'est plus une migration, c'est une transaction, un trafic humain orchestré entre 2 États sous couvert de silence. Hassan II, jeune roi encore en quête de légitimité, accepte le deal. Mais il ne le fait pas pour rien. En retour, il exige un soutien tacite, un appui occidental, une reconnaissance implicite de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et surtout, un allié discret face à son éternel rival, l'Algérie. Ce qui avait commencé comme un drame communautaire devient une partie d'échec géopolitique. Et sur l'échiquier, les pions ne sont plus des symboles. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vies marchandées. Juin 1967. Le Moyen-Orient s'embrase. En 6 jours à peine, Israël écrase ses voisins arabes. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Aucun ne résiste. Les rues arabes grondent. À Rabat, comme au Caire ou à Damas, la colère monte. Le Maroc, membre de la Ligue arabe, affiche son soutien aux Palestiniens, officiellement. Mais, derrière les portes closes des palais chérifiens, une autre histoire s'écrit. Le roi du Maroc, Hassan II, a aidé Israël dans ses préparatifs au conflit d'octobre 67. À l'origine de ces nouvelles révélations, plusieurs ex-responsables du renseignement israélien, cités par le quotidien Yediot Aharonot. Car pendant que les peuples pleurent, les États négocient. À Paris, un attaché de défense marocain glisse des informations confidentielles au service israélien. À Tel Aviv, Tsahal reçoit discrètement des avions Mirage venus tout droit du Maroc. Et ce n'est pas tout. 2 ans plus tôt, en 1965, un sommet ultra sensible de la Ligue arabe s'était tenu à Casablanca. Les plus hauts responsables militaires arabes y avaient parlé stratégie
faiblesse, alliance. Ce sommet a été enregistré, à l'insu de tous. Et l'enregistrement, capté par les services marocains, a été remis au Mossad. Nous sommes en septembre 1965 et une réunion est organisée dans un hôtel de Casablanca entre les dirigeants des pays arabes. Or, dans le même temps, le souverain marocain autorise en secret des agents du Shin Bet et du Mossad à séjourner dans l'hôtel. Tout un étage leur est même réservé sous le nom de code Oiseau. Une présence anormale en raison de l'absence de relations diplomatiques officielles entre les deux pays. Un cadeau inestimable qui aurait permis à Israël d'anticiper et de neutraliser les armées arabes. Pourquoi une telle trahison? Pourquoi livrer des alliés aux ennemis? Parce que Hassan II, jeune souverain redoutablement lucide, avait compris une chose. L'Égypte de Nasser, c'est le cœur du panarabisme. C'est l'idéologie qui soutient l'Algérie révolutionnaire. Et l'ennemi de mon ennemi devient, par nécessité, un allié. Ainsi, dans l'ombre de la guerre des 6 jours, une alliance silencieuse se dessine. Le Maroc et Israël, deux États qui, publiquement, n'ont rien à se dire, mais qui, en coulisses, parlent le même langage, celui de la réalpolitique. Décembre 2020. La planète entière retient son souffle. Donald Trump, président en fin de mandat, joue son dernier coup diplomatique. Il décroche un stylo. Puis, comme souvent, c'est sur Twitter que l'histoire se joue. En quelques caractères, le Maroc reconnaît officiellement Israël. En échange, les États-Unis reconnaissent la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Une revendication centrale pour Rabat, un enjeu territorial brûlant depuis des décennies. Cette fois, il n'est plus question de dissimulation, de tractations secrètes dans des salons feutrés. C'est public, c'est assumé, et c'est explosif. Car dans les rues de Rabat, de Tanger, de Fès, la colère monte comme un feu de brousse. Des cortèges envahissent les artères, des pancartes s'élèvent. Normalisation égale trahison de la Palestine. Le peuple n'est pas dupe. Il sait que derrière cette signature historique, ce n'est pas seulement une reconnaissance mutuelle. C'est un pacte géopolitique entre puissances inégales. Mais pendant que la rue proteste, les affaires, elles, ne s'arrêtent pas. À Marrakech, des investisseurs israéliens rachètent jusqu'à 60% de la médina historique. Pas de drapeau, pas d'uniforme, mais une autre forme d'occupation. À Essaouira, ce sont des terres rurales, communautaires, autrefois gérées par les tribus amazirs, qui passent sous pavillon étranger. Officiellement, ce sont des projets patrimoniaux, des résidences du retour pour des familles juives d'origine marocaine. Officieusement, une colonisation douce, par le capital, par les notaires, par les registres fonciers. Pas une armée, mais des signatures. Pas des chars, mais des contrats. Le sionisme d'aujourd'hui ne plante plus de tentes dans le désert. Il investit, il privatise, il restaure. Et ce sont les façades les plus précieuses du Maroc, son âme architecturale. Cette ère collective qui change lentement de main. Derrière la façade du retour des Juifs marocains, c'est une toute autre dynamique qui se joue. Celle d'une reconfiguration du territoire au profit d'un allié militaire, devenu partenaire économique. Et pendant que certains s'enrichissent, d'autres s'interrogent. À quoi sert cette normalisation et surtout, à qui profite-t-elle? On parle de réconciliation, de retour aux racines, de réparation historique. Le roi du Maroc lance une vaste campagne de restauration. 110 cimetières juifs sont rénovés à travers le royaume. À Fès, à Meknès, à Essaouira, les pierres tombales retrouvent leurs lettres, les stèles, leurs ornements. Dans les salons, on parle de mémoire partagée. À Rabat, on organise des festivals culturels pour célébrer le patrimoine judéo-marocain. Des rabbins israéliens affluent, les larmes aux yeux, évoquant les terres perdues de nos ancêtres. Le récit est beau, émouvant, chargé d'histoire, mais sur le terrain, une autre réalité s'écrit. À Fès, à Taza, dans les plaines fertiles du sud marocain, des hectares entiers de terres changent de main. Silencieusement, légalement. Ces terres, souvent détenues depuis des générations par des communautés amazirs, sont rachetées par des sociétés écrans. Des chaînes de propriété complexes et toujours la même finalité. Une appropriation progressive, sous couvert de projets culturels, de centres communautaires ou de retour patrimonial. Le tout enveloppé d'un vernis de mémoire. Une mémoire rentable. On repeint les murs du passé pendant qu'on redessine les contours de la propriété foncière. Alors, il faut poser la question. S'agit-il vraiment d'un retour, d'un pont entre deux peuples,
ou bien d'une prise de contrôle territoriale, planifiée, discrète, adossée à des intérêts stratégiques. Réconciliation ou néocolonialisme. Dans un monde où l'idéologie passe désormais par les registres fonciers, la mémoire peut aussi devenir une arme. Puis vient le choc, ou plutôt le non-choc. Mai 2025. Au cœur du Maroc, lors des manœuvres African Lion, supervisées par l'Africom, une unité tristement célèbre s'entraîne aux côtés des forces spéciales marocaines, la brigade Golani de l'armée israélienne. La même brigade accusée d'avoir délibérément ciblé 15 secouristes à Gaza 2 mois plus tôt. Les images fuitent, elles circulent sur les réseaux. Elles font scandale, ailleurs, à l'étranger, dans les diasporas, chez les défenseurs des droits humains. En Algérie, en Tunisie, en Europe, l'indignation est vive. Mais au Maroc, c'est le silence. Ou plutôt, un silence pesant, une forme d'apathie, comme si le peuple, habitué à l'absurde, ne savait plus comment réagir. Médusé, sidéré, résigné. Bien sûr, quelques voix s'élèvent. Le prince Hicham Alaoui, cousin du roi, dénonce un choix de la déraison. Tahar Ben Jelloun, figure respectée, écrit une lettre ouverte. N'allez pas festoyer avec le bourreau des Palestiniens. Mais dans les rues, rien n'explose. Le malaise, lui, s'installe. Il rampe, il ronge, car ce n'est plus un simple accord diplomatique. C'est un pacte militaire, une alliance assumée et une trahison, vécue en silence, comme si la mémoire collective s'était peu à peu anesthésiée. Le Maroc a tout pour réussir. Une histoire prestigieuse, un peuple fier, une culture millénaire. Il aurait pu choisir la voie de la souveraineté, de la dignité, de la fidélité à sa mémoire. Mais il a préféré s'asseoir à la table du diable. Hier, il livrait ses enfants juifs aux rêves d'autrui. Aujourd'hui, il s'associe à ceux qui écrasent Gaza sous les bombes. Le silence de Marzen est devenu stratégie. Et la résignation populaire, un réflexe conditionné. Car au lieu d'affronter les questions qui fâchent, on sert aux Marocains un autre menu. Plus digeste, plus familier. Tebboune aurait dit ceci. Chengriha aurait fait cela. Le caftan algérien, une imitation. Le maillot de l'équipe nationale, un plagiat. Tout est bon pour détourner l'attention, pour faire diversion. Pendant que les avions israéliens s'entraînent à Agadir, les chaînes tournent en boucle sur un clip algérien ou un tweet d'un ministre d'Alger. Et pourtant, le Maroc préside toujours le comité Al-Quds. Mais il coopère militairement avec la brigade Golani, la même unité impliquée dans des massacres à Gaza, la même qui s'exerce désormais dans le sud marocain, sous le soleil, avec la bénédiction de l'État. L'histoire retiendra. Et face au tribunal du temps, les choix d'aujourd'hui ne trouveront ni avocat, ni circonstances atténuantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez comme nous que certaines vérités méritent d'être dites, même quand elles dérangent, alors soutenez ce travail. Un like, un abonnement, un partage, c'est peu pour vous, mais c'est énorme pour nous. CNM+, c'est l'histoire cachée, c'est l'envers du décor, c'est la parole libre. À très bientôt pour un nouveau chapitre que personne ne racontera à votre place.